Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 7. Nous considérons une piste contenue dans un plan vertical. Elle est constituée d'une partie AD en quart de cercle et d'une partie horizontale linéaire DEF. Au point E se trouve un ressort linéaire de constante de raideur K dont une extrémité est fixée au mur, comme montré sur la figure numéro 7. Premièrement, les frottements étant négligeables, on lâche sans vitesse initiale au point A un cube de masse petit m et de dimension négligeable. Au point B, situé au milieu de la partie circulaire, on demande de calculer la vitesse VB du cube et de la force de contact C qu'exerce le sol sur le cube. Petit b, de représenter à l'échelle un newton équivalent à 2 cm les forces exercées sur le cube. Petit c, de calculer son accélération. Et enfin, pour la deuxième question, on nous demande de calculer la compression maximale du ressort lorsque le cube vient le percuter. Commençons par la première question. Et petit a, déterminant la vitesse VB du cube sur le quart de cercle au point B. Pour déterminer la vitesse du cube au point B, on va considérer le théorème de l'énergie. Alors on a la variation de l'énergie totale entre un point initial et un point final, qui est égale au travail de toutes les forces non conservatives sur le système entre le point initial et le point final. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force non conservative? Je vais avoir seulement la force de contact qui se retrouve sur le point B. Alors, pour les forces non conservatives, on a seulement la force de contact C. Et cette force de contact C, je peux l'écrire comme étant la force de contact perpendiculaire plus la force de contact parallèle. Maintenant, sachant que les frottements étant négligeables, ça veut dire que le C parallèle est égal à 0. Donc, ça implique que j'ai la force de contact C qui est égale à simplement la force de contact C parallèle. Car les frottements sont négligeables. Donc ici, la composante C parallèle est égale à 0. Donc je continue. Si on considère le travail de la force de contact C perpendiculaire, je vais avoir l'intégrale de la force de contact C perpendiculaire fois le déplacement des deux L. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour cette intégrale? Donc, si je viens ici sur le schéma, je vais représenter de manière qualitative pour le moment mes vecteurs. Alors, la force de contact perpendiculaire, c'est la force qu'exerce le sol sur le corps de masse M. Donc, je vais avoir ici une force dans ce sens-là, perpendiculaire au sol. Ça veut dire qu'elle sera orientée vers l'origine du quart du cercle. Donc ici, je vais avoir la force C perpendiculaire. Maintenant, si je considère quel est le vecteur déplacement, ce vecteur déplacement-là, il sera représenté par le vecteur vitesse, et le vecteur vitesse est un vecteur qui est tangent à la courbe. Donc je vais avoir ici un vecteur dans ce sens-là. Alors ces vecteurs-là, par exemple si je considère celui-là va représenter le déplacement des deux L, et celui-là va représenter C perpendiculaire, la force de contact, je peux tout à fait dire que ce vecteur-là, c'est suivant le vecteur unitaire U normal, et celui-là, c'est suivant le vecteur unitaire UT. Et je sais que entre le vecteur unitaire normal et le vecteur unitaire tangent, je vais avoir 90 degrés. Ce qui implique que le vecteur C perpendiculaire est perpendiculaire au déplacement des deux L. Je peux venir ici et le réécrire de manière plus simple. Donc j'ai ici l'intégrale. C perpendiculaire, je vais considérer la composante C perpendiculaire, donc son module, fois le vecteur UN. Alors tout ça, c'est le produit scalaire du déplacement des deux L. Alors je considère que j'ai un déplacement des deux L, et il est suivant le vecteur tangentiel UT. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'intégrale de C perpendiculaire
fois d de L, donc c'est une constante, multiplié par le produit scalaire de UN et de UT. Alors, à ce stade, je sais que ce produit scalaire-là, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que UN, produit scalaire UT, vu qu'ils sont perpendiculaires, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais avoir l'intégrale, donc le travail de la force de contact perpendiculaire, qui est égal à l'intégrale de C perpendiculaire fois le déplacement d de L fois 0. C'est égal à 0 joules. Donc, le travail de C perpendiculaire est égal à 0 joules. Ce qui veut dire que directement le travail de la force de contact C est égal à 0 joules. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de force de contact parallèle. Donc le vecteur C perpendiculaire est lui-même le vecteur de force de contact C. Donc ici, le travail de la force de contact est égal à 0 joules. Donc, si je réécris le théorème de l'énergie, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la variation de l'énergie totale entre le point, alors qu'est-ce que j'ai? C'est le point ici, le point de départ c'est le point A, et le point d'arrivée c'est le point B. Donc ici, je vais écrire le point initial c'est le point A, et le point d'arrivée c'est le point B, qui est égal, alors c'est quoi? C'est le travail des forces non conservatives, d'accord? C'est seulement la force de contact, C, entre le point A et le point B. Or, cette dernière, je sais qu'elle est égale à 0. Ça implique que la variation de l'énergie totale entre le point A et le point B est égale à 0. Ça implique que l'énergie totale est égale à une constante. Aussi, on peut dire l'énergie totale au point B est égale à l'énergie totale au point A. Donc, il suffit de déterminer les expressions de l'énergie totale au point A et de l'énergie totale au point B. Commençons d'abord par l'énergie totale au point A. Donc, l'énergie totale au point A, c'est quoi? C'est son énergie cinétique au point A plus son énergie potentielle gravitationnelle au point A. Donc, comment je vais les écrire? Je vais réécrire l'expression de l'énergie cinétique au point A. C'est quoi? C'est n demi m fois v. La vitesse, c'est au point A, au carré. Donc, je viens ici, sur l'exercice, on me dit qu'on lâche sans vitesse initiale du point A un cube de masse m. Ça veut dire que sur le point A ici, je vais avoir la vitesse VA qui est égale à 0 mètres par seconde. Donc, VA ici, je l'écris, où VA est égal à 0 mètres par seconde, ce qui implique que l'expression de l'énergie cinétique au point A, ce VA là au carré est égal à 0, donc je vais avoir ici 0 joule. On continue pour l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle, toujours au point A. Alors, cette dernière est égale à n fois g fois la hauteur h, plus une constante qu'on devra déterminer. Cette constante-là, on va la déterminer pour déterminer l'origine des énergies potentielles. Alors ici, je vais chercher où est la hauteur h. Alors, je sais que l'objet était là. Voici le corps de masse m. Donc, sa hauteur, c'est cette dernière-là. Je vais la représenter. Je vais avoir cette hauteur-là. Donc, cette hauteur-là, elle est égale au rayon. Donc, je peux appeler ça la hauteur HA. Et je sais qu'elle est égale au rayon R, parce que j'ai un quart de cercle. Donc,
je vais l'écrire, c'est MGH. Et ici, c'est MGHA. Maintenant, pour déterminer la constante, on sait que pour H qui est égal à 0, on a l'énergie potentielle gravitationnelle qui est égale à 0. Donc, ça implique que si je remplace H par 0, je vais avoir 0 qui est égal à mg fois 0 plus la constante. Donc, je vais avoir la constante qui est égale à 0. Voilà, j'ai déterminé ma constante. Donc ici, je peux dire que cela implique que l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle au point A est égale à m fois g fois la hauteur HA. Donc voici l'expression de l'énergie potentielle au point G. Et on a au passage déterminé l'origine des énergies potentielles. Donc on continue. C'est quoi l'expression de l'énergie totale pour le point A? Ben, comme on l'a dit, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc je vais le réécrire. Pour l'énergie cinétique, c'est égal à 0. Et pour l'énergie potentielle, c'est égal à la masse m fois g fois HA. On peut déterminer quelle est la hauteur HA. On a dit que c'est égal à R. Donc ici, HA est égal au rayon R. Donc ça implique que l'énergie totale au point A est égale à m fois g fois le rayon R. Deuxièmement, on va déterminer l'expression de l'énergie totale pour le point B. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie cinétique pour le point B, plus l'énergie potentielle gravitationnelle pour le point B, avec les expressions respectives de l'énergie cinétique. Donc, au point B, je vais avoir 1/2 fois la masse m fois la vitesse du corps au point B au carré. Donc ici, VB est à déterminer. Et l'énergie potentielle gravitationnelle, toujours au point B, est égale à m fois g fois la hauteur qu'on va déterminer par HB. Et ici, HB, je vais pouvoir le déterminer. Donc, où est la hauteur HB? Donc, si je fais la projection du point ici de la masse sur l'axe de la hauteur, donc je vais faire ça, je vais pouvoir déterminer la valeur de la hauteur. Donc, je sais que la hauteur HB, c'est cette hauteur-là. Donc, on va pouvoir appeler cette hauteur la hauteur HB. Donc, comment je peux déterminer HB? Donc, regardez avec moi. On a HB qui est égal à la distance R. Donc, c'est toute cette distance-là, c'est le rayon, moins cette distance. Et cette distance-là, je peux la déterminer grâce au rayon rectangle ici. Donc, j'ai ici un angle de 45 degrés. Ce côté-là, c'est le côté adjacent. Donc, il est égal à R fois cosinus 45 degrés. Donc, HB est égal à grand R fois 1 moins cosinus 45 degrés. Donc, voilà, j'ai pu déterminer la valeur de HB. Donc, je peux venir ici et l'écrire. Or, HB est égal à grand R fois 1 moins cosinus l'angle 45 degrés. Donc, on a l'expression pour l'énergie potentielle gravitationnelle au point B qui est égale, c'est mg multiplié par l'expression de HB qui est de R fois 1 moins cosinus l'angle 45 degrés.
Donc, l'énergie totale au point B est égale. Alors, pour l'expression de l'énergie cinétique, je sais qu'elle est égale à 1 demi m fois VB au carré, plus l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle, qui est égale à m fois g, fois le rayon R, multiplié par 1 moins cosinus l'angle 45 degrés. Or, je sais que l'énergie totale au point A est égale à l'énergie totale au point B. Donc, ça implique, donc l'expression de l'énergie totale au point A qu'on a déterminée, mgr. Donc ici, je vais écrire mg fois R, est égale à l'expression de l'énergie totale au point B, qui est égale à n demi m fois Vb au carré, plus la masse m fois g, fois R, 1 moins cosinus 45 degrés. Donc, je peux déterminer la seule variable de l'équation, c'est la vitesse Vb. Ça implique, alors je vais avoir n demi fois la masse m fois Vb au carré, qui est égal à mg R moins mg R fois 1 moins cosinus l'angle de 45 degrés. Donc, je peux arranger cette expression-là. Je vais avoir mgr en facteur, multiplié par 1 moins plus cosinus 45 degrés. Donc, c'est égal à mgr, donc 1 moins 1, ça fait 0, fois cosinus l'angle 45 degrés. Alors ici, j'ai l'expression de la masse qui peut être enlevée. Je peux la simplifier. Donc, je vais avoir la vitesse au point B au carré, qui est égale à 2 fois g fois R fois cosinus l'angle 45 degrés. Ça implique que la vitesse au point B est égale à racine de 2 g fois le rayon R fois cosinus l'angle 45 degrés. En faisant l'application numérique, pour la masse m qui est égale à 0,2 kg, l'accélération de la gravité g qui est égale à 10 mètres par seconde au carré, et r qui est égal à 1 mètre, on trouve la valeur de la vitesse au point B, qui est égale à 3,76 mètres par seconde. Maintenant, on nous demande de calculer aussi la force de contact C qu'exerce le sol sur le cube. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force extérieure? On a la force du poids plus la force de contact C. Et la somme de ces deux forces-là va nous donner la masse fois l'accélération. Donc, sur le schéma, j'ai déjà déterminé la force de contact C perpendiculaire. Je sais que C parallèle est égal à 0. Il ne me manque plus qu'à représenter la force du poids. Donc, la force du poids ici, c'est une force qui est perpendiculaire au sol. Donc, voici la force du poids. Pour la suite, on va faire une projection sur les axes OX et OY. Donc, projection sur l'axe OX. Donc, pour faire la projection sur les axes, je dois déterminer les axes PX et PY. Dans ce cas-là, ce n'est pas une projection sur l'axe PX exactement, c'est plus une projection sur l'axe tangent. Donc, comme j'ai défini tout à l'heure le vecteur des deux L et le vecteur UT, je sais que l'axe tangent maintenant, c'est l'axe suivant le vecteur UT. Alors, pour la deuxième projection, je vais considérer la projection sur l'axe perpendiculaire suivant l'axe de C perpendiculaire. Donc, entre ces deux axes, j'ai un angle de 90 degrés. Ici, je vais chercher où est l'angle 45 degrés. Donc, je le retrouve, il est là.
Donc cet angle-là, c'est l'angle 45 degrés. Ce qui veut dire que la projection de P aura comme valeur Px. Alors c'est pas un Px, mais c'est plutôt un P tangentiel. Donc il est égal à quoi? C'est la valeur de P fois sinus l'angle 45 degrés. Donc sinus alpha ici. Donc je reviens. Je vais écrire ici. Ici, on a changé. C'est pas l'axe OX, mais c'est l'axe tangentiel. Donc, c'est l'axe de UT. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un P tangentiel, donc qui est égal à P fois sinus 45 degrés. C parallèle qui doit représenter la composante de C sur l'axe tangentiel est égal à 0 parce qu'on n'a pas de frottement. Et c'est égal à la masse m fois l'accélération. Et c'est l'accélération suivant l'axe tangentiel. Donc c'est AT. Donc je peux directement déterminer la valeur de l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, elle est égale à P fois sinus 45 degrés divisé par la masse m. Donc ce qui veut dire que l'accélération tangentielle est égal, alors P, je le remplace par son expression, c'est mg, fois sinus l'angle 45 degrés, divisé par la masse m. Ce qui veut dire que je connais l'expression de l'accélération tangentielle, et cette dernière est égale à g fois sinus l'angle 45 degrés. On peut passer maintenant à la projection sur l'axe perpendiculaire. Alors, la projection sur l'axe perpendiculaire, c'est la projection sur l'axe UN. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? La projection du poids sur l'axe normal va donner, on peut l'appeler par exemple CPN. Alors, c'est quoi? C'est le module de P fois cosinus l'angle alpha. L'angle alpha étant égal à 45 degrés. Et aussi, je vais avoir le C perpendiculaire, qui est la projection du vecteur du force de contact C sur l'axe OY. En fin de compte, il est déterminé comme étant le C perpendiculaire parce qu'on n'a pas de frottement du tout. Donc, le coefficient de frottement étant égal à 0, C parallèle étant égal à 0, donc ce qui veut dire que C est égal à C perpendiculaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? On va avoir un P fois cosinus l'angle 45 degrés, mais vu que P cosinus 45 degrés est dans le sens négatif, je vais avoir ici moins. Donc c'est P cosinus 45 degrés qui est le module, et le signe moins représente la direction du vecteur qui est dans le sens opposé par rapport au vecteur normal UN. Plus la composante C perpendiculaire, donc c'est plus C perpendiculaire parce que C perpendiculaire est dans le sens de UN, qui est égal à la masse fois, cette fois c'est l'accélération normale. En général, sur les axes perpendiculaires, on a l'habitude d'écrire l'accélération qui est égale à 0, mais cette fois, l'accélération n'est pas égale à 0. La trajectoire n'étant pas rectiligne, elle est circulaire, donc on a bien une accélération normale. Je peux même connaître la valeur de l'accélération normale. Je sais que l'accélération normale est égale à la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure R. Donc, au point B, c'est quoi la vitesse au point B? C'est la vitesse VB. Donc, l'accélération normale au point B est égale à la vitesse au point B au carré divisé par le rayon R. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à déterminer le C perpendiculaire. Donc, C perpendiculaire est égal à la masse fois l'accélération normale plus P fois cosinus l'angle 45 degrés. Donc, C perpendiculaire est égal à m fois l'accélération normale plus l'expression de P, c'est mg, fois cosinus 45 degrés. Ce qui implique que l'expression pour C perpendiculaire, je peux avoir la masse en facteur, et j'ai ici l'accélération normale plus g
fois cosinus l'angle 45 degrés. Et voici son expression. Donc, il me suffit de remplacer AN par son expression là. Alors, c'est quoi son expression? C'est la masse M fois la vitesse VB au carré divisé par le rayon R plus G fois cosinus l'angle 45 degrés. Donc, vu que le vecteur C s'écrit comme étant un C perpendiculaire fois le vecteur normal UN, plus un C parallèle fois le vecteur tangentiel UT, ben cette écriture-là, c'est tout à fait la même chose que si j'écrivais C perpendiculaire plus C parallèle comme des vecteurs. On a l'expression de C qui est égale, alors ici, C parallèle est égal, alors comme vecteur c'est égal à 0 fois UT, ou bien directement c'est le vecteur 0, c'est la même chose. Alors le vecteur C est égal simplement à la composante C perpendiculaire fois UN. Donc il est égal à la masse M, multiplié par la vitesse VB au carré divisé par R, plus G cosinus l'angle 45 degrés. Bien sûr, tout ça est multiplié par le vecteur unitaire UN. Si je cherche simplement sa composante, alors son module, C, est égal, alors directement c'est sa composante, c'est M fois VB au carré, divisé par le rayon R, plus G fois cosinus 45 degrés. Ici, je peux même remplacer VB par son expression. Son expression, je l'ai déjà déterminée. Elle est égale à racine de 2G R cosinus 45 degrés. Donc ici, alors C, je vais utiliser l'expression vectorielle. C'est quoi? Alors c'est la masse M fois, alors pour VB au carré, ça va devenir 2G grand R fois cosinus l'angle de 45 degrés divisé par le rayon R plus G fois cosinus l'angle 45 degrés fois le vecteur normal UN. Alors, on peut simplifier un peu. Alors, j'ai R et R qui vont disparaître et je peux avoir cosinus 45 degrés en facteur. Donc, en simplifiant, je vais avoir C qui est égal à M fois 2G cosinus 45 degrés plus G cosinus 45 degrés fois le vecteur unitaire UN. Donc ici, je peux encore simplifier et j'obtiens C qui est égal. Alors c'est M fois G fois cosinus 45 degrés multiplié par, ici 2 plus 1, fois le vecteur unitaire UN. Alors je peux donner enfin la forme finale. Donc ce n'est que des calculs, il ne faut pas se laisser impressionner. Alors la force de contact est égale à 3mg fois cosinus l'angle 45 degrés fois le vecteur unitaire UN. Et sa composante, ou bien son module, est égal à 3mg fois cosinus l'angle 45 degrés. Maintenant, je peux faire une application numérique. Alors, application numérique, qu'est-ce qu'on a? On a la masse qui est égale à 0,2 kg, G qui est égal à 10 mètres par seconde au carré. Donc, je vais obtenir le module C qui est égal, alors en remplaçant, je vais obtenir la valeur de 4,24 et l'unité, c'est des newtons. Pour la représentation, on considère l'échelle 1 cm qui est équivalent à 2 newtons. Donc, C est égal à 8,48 cm.
Donc, sur papier, quand vous voudrez représenter le vecteur force de contact C, il aura une direction suivant le vecteur unitaire UN, donc il sera normal, et son module sera égal à 8,48 cm. Alors, on passe à la question petit b. Représenter sur l'échelle 1 newton, 2 cm, les forces exercées sur le cube. Donc, pour la force de contact, on a déjà précédé cette question. On a donné la force de contact et sa valeur. Il ne reste plus que la deuxième force, qui est la force du poids. Alors, pour la deuxième force, qui est le poids, qu'est-ce qu'on a? Alors, le vecteur poids est égal à m fois g, et son module P est égal à mg. Donc, c'est quoi? Pour l'application numérique, je vais avoir 0,2 fois 10, ce qui implique que le poids P est égal à 2 newtons. Donc, ce qui veut dire que pour la représentation, on a P qui est égal à 2 newtons. C'est équivalent à dire que P est égal à 4 cm. Donc, sur ce schéma, essayons de représenter les forces que nous avons au point B. Donc ici, je vais faire de manière qualitative, mais je compte sur vous pour faire le dessin de manière exacte. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour la force du poids? On a dit que sur papier, c'est égal à 4 cm. Donc ici, je vais venir, je vais représenter le poids. Alors le poids, je ne le représente pas n'importe comment. Il doit être perpendiculaire au sol. Donc ici, il doit être perpendiculaire à la droite FED. Donc supposons que cette distance-là représente 4 cm. Donc j'ai le poids P qui est égal à mg. Et ici, je vais avoir 4 cm. Maintenant, pour la force de contact C, alors la force de contact C, on a dit qu'elle est égale à 4,24 newtons. Et sur représentation, sur papier, elle est égale à 8,48 cm. Donc je vais venir ici, je vais représenter la force C, donc à peu près quelque chose comme ça pour avoir 8,48 cm. Donc vous voyez bien que je représente les forces de contact C sur le vecteur normal. Donc ici, je vais avoir la force de contact C qui est égale à la force de contact perpendiculaire. Et ici, j'ai 8,48 cm. Passons à la question C. Calculer son accélération. Au cours du processus pour déterminer la force de contact C, nous avons déjà calculé les expressions des accélérations tangentielles et accélération normale. Alors, pour calculer l'accélération au point B, je sais que l'accélération, je peux l'écrire comme étant l'accélération tangentielle fois le vecteur ut, plus l'accélération normale fois le vecteur un. Ce qui implique que le module de l'accélération, ou bien si je fais a carré, je vais avoir l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Donc ça implique que mon accélération est égale à la racine de sa composante tangentielle au carré plus sa composante normale au carré. Donc bien sûr, sous la racine. Donc il suffit de déterminer l'accélération tangentielle et la composante de l'accélération normale. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit plus haut que l'accélération tangentielle est égale à g sinus 45 degrés. Donc je vais le réécrire ici. Or, on a l'expression de l'accélération tangentielle. Je sais que at est égal à g sinus 45 degrés. Et je connais l'expression de l'accélération normale. C'est quoi? C'est la vitesse vb au carré divisé par le rayon r. Et cette dernière, la vitesse vb au carré, je sais qu'elle est égale à 2g fois r cosinus
l'angle 45 degrés divisé par le rayon R. Ce qui implique que, comme je l'ai écrit tout à l'heure, l'accélération normale est égale ici à 2g fois cosinus l'angle 45 degrés. Donc, on peut faire une petite application numérique, ou bien on peut écrire directement. On peut dire que l'accélération est égale. Alors, la composante de l'accélération tangentielle, c'est g fois sinus 45 degrés. Donc, tout ça, c'est au carré, plus l'expression de l'accélération normale, qui est égale à 2g fois cosinus 45 degrés. Donc, et ça aussi, c'est au carré. Donc, l'accélération, c'est quoi? C'est la racine carrée de toute cette expression. Comme on l'a dit ici. J'ai l'accélération qui est égale à la racine de l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Donc, ici, j'ai simplement réécrit cette expression en injectant les expressions respectives de l'accélération tangentielle et de l'accélération normale. Donc, je peux faire simplement une application numérique pour déterminer la valeur de l'accélération normale. Alors, pour l'application numérique, je sais que g est égal à 10 mètres par seconde au carré, et je connais la valeur de alpha. Donc, ça implique que l'accélération, après calcul, elle est égale à 15,8 mètres par seconde au carré. On vient de déterminer la valeur de l'accélération. On peut passer maintenant à la dernière question. Deuxièmement, calculer la compression maximale du ressort lorsque le cube vient le percuter. Alors, calculons la compression. Pour calculer la compression, je vais utiliser le théorème de l'énergie totale. Alors, la variation de l'énergie totale entre les points A et le point E'. Alors, pourquoi E'? Alors, le ressort va être comprimé à un certain point, par exemple jusque là. Et ce point-là, je vais l'appeler le point E'. Donc, la variation de l'énergie totale entre les points A et les points E', qui représentent la fin du mouvement, est égale au travail de toutes les forces non conservatives. Alors, toujours entre le point A et le point E'. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, les forces non conservatives, c'est quoi? C'est simplement la force de contact. Et qu'est-ce qu'on a ici? La force de contact s'écrit simplement comme étant la force de contact C perpendiculaire avec C parallèle qui est égal à 0. Donc, en fin de compte, je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le travail de la force de contact C perpendiculaire, simplement, qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que la force de contact en tout moment est perpendiculaire au déplacement. On a, donc ici j'écris car, on a C perpendiculaire qui est toujours perpendiculaire au déplacement des deux L, quel que soit le point. Par exemple, si je suis sur ce tronçon-là, entre D et E, je vais avoir ma masse ici, et je vais avoir la force de contact qui est perpendiculaire, donc je vais avoir ici C perpendiculaire, et le déplacement des deux L, je peux le représenter avec du rouge par exemple. Voici le déplacement des deux L. Donc vous voyez bien, c'est toujours perpendiculaire, que ce soit sur le tronçon circulaire ou bien sur le tronçon rectiligne. Donc ici, sans trop d'étalage, je sais que ces perpendiculaires étant toujours perpendiculaires au déplacement des deux L, ça implique que le travail de la force de contact perpendiculaire est égal à 0. Donc j'ai ici 0 joules. Ce qui implique que la variation de l'énergie totale entre le point A et le point E' est égale à 0. Ce qui veut dire que l'énergie totale au point A est égale
à l'énergie totale au point E'. Alors, pour l'énergie totale au point A, je sais la déterminer. Je connais déjà son expression. L'énergie totale au point A, je sais qu'elle est égale. Alors, c'est toujours l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, mais je ne vais pas le réécrire. Je sais qu'elle est égale à M fois G, HA, et ici GR. Donc, pour plus de précision, il faut revoir le début de l'exercice. Donc, voici ici, j'ai déterminé l'énergie totale au point A, et elle était égale à MGR. Deuxièmement, il faut déterminer l'expression de l'énergie totale au point E'. Alors cette fois, je dois prendre en considération le ressort. Donc je vais la réécrire. C'est quoi? C'est l'énergie cinétique au point E' plus l'énergie potentielle gravitationnelle au point E' plus l'énergie potentielle élastique au point E'. Alors, je vais les écrire. Alors, 1. Alors, pour l'énergie cinétique au point E', qu'est-ce qu'on a? C'est n' fois m fois la vitesse au point E' au carré, avec la vitesse au point E' qui est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas d'une compression maximale. Si le ressort est comprimé au maximum, ça veut dire que la masse m va rebrousser chemin. Et si elle rebrousse chemin, ça veut dire que la vitesse au point E' est égale à 0 mètres par seconde. Donc ici, je vais avoir 0 mètres par seconde, ce qui implique que la valeur de l'énergie cinétique au point E' est égale à 0. On continue. Pour l'énergie potentielle gravitationnelle au point E', ben, c'est égal à mg fois He', avec, quelle est la valeur de He'? Ben, vous voyez, la masse m se trouve, donc ici se trouve le point E'. Alors la masse m se trouve ici, et sur cette ligne-là, la ligne FED, ben, nous avons la hauteur h qui est égale à 0. Donc, ça veut dire que He' est égal à 0 mètre. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle pour le point E' est égale à 0. Donc ici, j'ai 0 joules et là aussi, j'ai 0 joules. Donc ici, on a 0 joules partout. Il ne reste plus que l'expression de l'énergie potentielle élastique au point E' qui est égale à n' K fois la compression x au carré. Très bien, donc c'est la compression que je suis en train de rechercher. Donc je vais réécrire l'expression de l'énergie totale. Donc ça implique, alors connaissons ces trois expressions, l'énergie totale au point E' est égale, alors ça va être 0 plus 0 plus n' K fois la compression x au carré. Alors qu'est-ce qu'on a? Vu que j'ai l'énergie totale au point A, qui est égale à l'énergie totale au point E', ça implique que l'expression de l'énergie totale au point A, qui était égale à mgr, donc je peux écrire ici, c'est mg fois r, est égale à n' fois k fois x au carré. K ici représente la constante de raideur. Donc ça implique que je vais avoir x au carré qui est égal à 2 fois mgr divisé par la constante de raideur k. Ce qui implique que je vais avoir l'expression de x qui est égale à la racine de 2mgr divisé par k. Et là, j'ai la racine. Donc,
Pour déterminer x, il suffit de faire l'application numérique. Donc, application numérique, qu'est-ce qu'on a? La masse, elle est égale à 0,2 kg. G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Et la constante de raideur K, je la détermine de l'énoncé. Alors, la constante de raideur K, je la détermine de l'énoncé. Elle est égale à 10 puissance 4 newton par mètre. Donc, je viens ici, je la réécris, c'est égal à 10 puissance 4 newton mètre moins 1. Donc, ça implique que je vais avoir x qui est égal à 0,02 mètres. Donc, je peux dire que x est égal à 2 cm. Donc, le ressort se comprime d'une distance de 2 cm. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On a répondu à toutes les questions. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.